mon voyage à Pointe-Noire avec l'Association congolaise pour la santé mentale, en abrégé ACT. Il y a le centre d'accueil de Mbota. Oui, pour ceux qui n'errent pas dans la rue, il y a un centre à Mbota, un autre à Mvungu, qui sont ouverts pour leur accueil et leur internement. Ici, le directeur nous dit, nous avons un sérieux problème d'hébergement ici. Nous n'avons pas de toit, nous n'avons pas de maison. Hommes et femmes sont logés ensemble. Le président se plaint du fait qu'il n'y a ni infirmier, ni médecin pour venir consulter ces malades. La tisane est le produit fétiche pour que ces malades retrouvent la santé. Cette sœur explique qu'elle est venue au centre étant enceinte. Elle a accouché d'un garçon et sa sœur était obligée de le prendre pour son éducation parce qu'elle n'est pas elle-même capable de garder un enfant dans ce centre étant malade. Dans la grande salle, comme vous voyez, les malades sont enchaînés comme des animaux. Hommes et femmes sont ensemble. C'est la salle des plus violents. On est obligé de les enchaîner parce qu'une fois libres, ils peuvent faire du scandale. Pour ceux qui entrent dans leur crise de dépression totale, on est même obligé de les fouetter comme s'il s'agissait d'un cheval qui refuse d'avancer. On les enchaîne dans des conditions inhumaines, sous une chaleur suffocante. Ils ne se lavent pas pendant des jours. Et lorsque l'un d'eux veut faire caca ou pipi, il le fait sur place. Et il arrive qu'ils boivent leurs propres urines ou les urines des autres. Il arrive qu'ils mangent leurs excréments. Et donc, dans cette salle, lorsque quelqu'un veut faire caca, on lui amène le vase et au vu et su de tous, il se met à l'aise. Vous voyez donc dans quelles conditions sont internés nos frères et sœurs qui, à défaut d'errer dans la rue, ont accepté ou ont été amenés dans un centre de soins et d'internement. Ils vivent et dorment sans moustiquaire, sans matelas. Ils ont étalé des nattes par terre, à la merci des piqûres de moustiques, donc au palu. Celui-ci dit qu'il est là parce qu'il s'est drogué. C'est la drogue qui a fait de moi un homme fou. De toutes les façons, les 80-90% des personnes qui sont dans cette salle, les hommes tout au moins, ils disent qu'ils sont devenus fous tout simplement parce qu'ils consommaient de la drogue. Le cas le plus malheureux aussi, c'est celui de cette jeune dame qui est internée au même moment que ses deux jumeaux. Elle dit que c'est son mari qui l'a amenée dans ce centre dès les premiers symptômes de sa maladie. Et que ce dernier l'a abandonnée avec ses enfants dans ce centre et n'est plus jamais revenu, ça fait des mois aujourd'hui. Vous voyez donc comment nous arrivons même à punir des enfants, à exposer des enfants qui mangent aussi les restes des poubelles. Vous conviendrez avec moi que ces enfants ne sont pas bien nourris et que celui-ci doit souffrir de la malnutrition. Maman malade, l'enfant malade. Loin du centre, loin des infirmiers et des médecins. Quel sera le sort de ce petit enfant? Voilà pourquoi Aksam lance un cri d'alarme. Voilà pourquoi Aksam lance un SOS pour nous aider à construire un centre de soins et d'internement de ces malades mentaux. Ces frères doivent être considérés comme des êtres humains.
fait de chair et de sang. La maladie mentale doit occuper une place de choix dans le système sanitaire de notre pays au même titre que la maladie physique. Ce frère dit qu'il buvait avec des amis. Il était saoul parce qu'il s'était drogué, parce qu'il avait bu. Il dit, je fumais le tabac indien, le tabac fort. Et je ne me rappelle plus de ce que j'avais fait. Eh bien, on m'avait renversé le pétrole et quelqu'un n'a pas hésité d'utiliser la boîte d'allumettes pour chercher à me brûler vif. Lui aussi, il dit qu'il ne prendra plus jamais de la drogue. Mais tiendra-t-il sa promesse? Il accepte de nous montrer volontiers les cicatrices de ses brûlures. Cette fois-là, ce frère avait échappé belle. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à fumer. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, a-t-il été suivi depuis le début de sa maladie? Aksam pense qu'il est temps que nous puissions venir en aide à ses frères et sœurs qui souffrent. Et pour ceux qui ont accepté de venir dans les centres, que nous puissions améliorer leurs conditions d'internement. Quand il pleut, disent-ils, ils ne dorment pas. L'eau inonde toute la salle parce que le toit est percé. Les tôles ne répondent plus. Et pourtant, le directeur du centre nous dit que toutefois qu'un malade doit sortir, j'exige que l'on me paye en nature 2 tôles. Mais il est malade lui-même. Pendant les mois d'internement, il était abandonné. Personne ne lui amenait à manger. Personne ne lui rendait ne serait-ce que visite. Où va-t-il avoir donc les 2 tôles qui vont permettre au centre de retrouver son éclat ou un toit tout à fait normal? Mais pendant ce temps, et dans les bureaux d'Aksam, depuis sa création en mars 2008, il y a des malades qui viennent se faire enregistrer. Mais est-ce que vous avez eu des enfants en France? Vous avez laissé une famille? Mais j'ai pas eu d'enfants en France. Vous savez, moi je vais vous expliquer ici que c'est depuis 1982 que moi je soutiens les étudiants congolais qui sont en France. Pourquoi? Parce que j'étais chef de classe ici, à l'école 8 février 1964. Et quelque chose de dramatique, je me suis rendu compte que la plupart des parents n'avaient pas de revenus suffisants pour supporter leurs enfants. C'est le cas de cette maman qui vient parce que son fils est devenu insupportable. Son fils est malade. Il dit, faites quelque chose pour mon fils. Il y a aussi des frères et sœurs qui viennent pour encourager Aksam à continuer son œuvre. C'est le cas de ces 2 messieurs qui disent, ne lâchez pas, ne vous découragez pas, continuez à aider les malades mentaux. Parce qu'il y a des associations de sida, de tuberculose, de cancer, mais les malades mentaux souffrent de l'indifférence totale de la société. Merci pour vos encouragements. Mais entre-temps, dans les rues de Pointe-Noire, les malades continuent d'errer. Celui-ci dit qu'il vit à Loussala, mais il est là dans un dépôt de boissons. Il dit, je viens faire le boulot, je viens tirer les casiers, et à la fin de chaque mois, on me paye 15 000 CFA, l'équivalent d'à peu près 22-23 euros. Voilà comment on exploite aussi certains malades qui ne sont pas violents, qui sont assez conscients par moments, mais qui malgré tout se sentent perdus. Certainement à côté de lui, il y a la musique, celui-là se met à danser. Voici la preuve de la brutalité que subissent nos sœurs et frères dans les rues de Pointe-Noire. Cette sœur dit qu'elle a été violemment tabassée par des jeunes gens. Peut-être qu'elle a posé un acte qui ne leur a pas plu. Mais est-ce que cette sœur malade méritait cette barbarie? Voyez avec quelle violence inouïe elle a été brutalisée. Cette sœur dit qu'elle vit quelque part. Je vis quelque part, dans le quartier. On se débrouille avec ma grand-mère. Vous voyez que la maladie mentale frappe toutes les couches. Et cette belle fille est, croyez-moi, exposée au viol. Elle paraît propre, mais très vulnérable. C'est la proie facile, idéale pour les violeurs. Dans les rues de Pointe-Noire, à l'indifférence totale, vous voyez, cette sœur est à peine 2,5 mètres de la voie goudronnée. Celle-ci a élu domicile au marché de Tiétié. Elle vient de nous dire qu'elle a faim, qu'elle n'a pas mangé. Secrétaire à l'équipement, monsieur René Wadei Mouleri, s'est empressé de lui acheter de quoi prendre son repas.
Voilà dans quelles conditions vivent ou disons survivent les malades mentaux dans la ville de Pointe-Noire. Ces malades méritaient d'être soignés, d'être suivis, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Celui-ci dit qu'il a faim, mais il exige que ce soit des biscuits. On lui a proposé le poulet, il dit non, donnez-moi l'argent, je vais acheter les biscuits. Nous osons croire que ce n'est pas pour acheter de la cigarette, le tabac fort comme ils le disent. Celui-ci, surnommé Ibouélé, n'est pas méchant. Même les enfants l'entourent, il est dans la poubelle. C'est son monde, c'est son milieu. Voilà la cohabitation des malades et des personnes censées être en bonne santé. Aksam donc vole au secours non seulement de ceux qui sont dans les rues, mais aussi et surtout de ceux qui sont internés dans les centres. Ce jour-là, nous nous sommes rendus au centre d'accueil et de soins de Mota. Souvenez-vous, nos caméras sont déjà passées dans ce centre. Nous retrouvons presque les mêmes personnes, les hommes et les femmes toujours ensemble. La grande salle est peuplée de personnes toujours enchaînées, les regards fuyants, désespérés, hommes et femmes cohabitent dans la misère. Il y en a ceux qui sont sortis de là, mais il y a d'autres faces, visages nouveaux, d'autres malades qui se sont ajoutés. Les poteaux qui servent de support pour le toit utilisés pour enchaîner les malades. Celui-ci est tellement violent, tellement brutal dans sa crise, qu'on était obligé de l'enchaîner et les mains et les pieds. Comment donc éviter qu'il fasse caca dans ses habits? Comment donc éviter que ce frère ne puisse pas faire du scandale une fois libéré? C'est la grande question. Avec cette chaleur accablante, les odeurs de cette salle laissent croire que nous ne sommes pas en compagnie des personnes, je dis bien, faites de chair et de sang, comme vous qui regardez ces images, mais plutôt des animaux abandonnés dans une salle. Aksam s'est assigné la mission d'assister et les malades et les parents. Regardez bien le toit, regardez bien les murs de ce hangar. Regardez les conditions dans lesquelles ces malades sont traités, sont internés. Cette jeune sœur est venue au centre parce qu'elle souffre et de l'épilepsie et certainement de la schizophrénie ou des troubles affectifs. Elle dit que j'ai préféré amener ma fille ici parce que l'épilepsie ne se soigne pas, mais je préfère qu'elle reste épileptique durant toute sa vie, mais que la maladie mentale disparaisse. Voilà pourquoi je l'ai amenée ici. Elle se plaint. Cette sœur dit, regardez le toit. Pourquoi vous ne nous amenez pas quelques tôles? Juste quelques tôles. Nous ne dormons pas quand il pleut. La visite terminée, nous sortons avec le sentiment d'avoir, malgré nous, donné un peu d'espoir à ces malades, tout simplement parce qu'on les a écoutés. En faisant part de leurs doléances, ils se disaient que nous sommes à même de transformer leurs conditions d'internement. Mais nous sommes conscients de notre impuissance. Regardez le peu que nous avons amené. Haricots, savon, pain, riz, huile, quelques bidons de pétrole, papier hygiénique, c'est tellement insignifiant. Nous remettons donc notre petit don aux représentants du directeur.